Je m'appelle Véronique Dutig, j'étais infirmière stomathérapeute, que je travaille à l'hôpital Erasme, qui dépend du grand hôpital bruxellois, qui regroupe Bordet et Lude, l'hôpital des enfants. Et donc, on avait la primeur aujourd'hui de voir et de détailler avec vous un outil d'évaluation des infections des voies urinaires chez les patients qui sont porteurs qui pratiquent le cathétérisme intermittent. Et donc, le cathétérisme intermittent est la référence, le gold standard, comme on l'a vu ce matin. Hein. Et donc, pourquoi est-ce il reste vraiment le gold standard? Eh bien, parce que c'est une procédure volontaire. Donc, c'est le patient qui est vraiment acteur de ses soins. Et donc, c'est vraiment une adhésion complète du patient. S'il n'a pas envie ou qu'il n'est pas volontaire, le cathétérisme intermittent ne va pas fonctionner. Également parce que le cathétérisme crée une vidange complète de la vessie et donc il y a une basse pression qui est nouveau établie. Et enfin parce que c'est une technique qui est la plus faible en termes de complications urologiques. Il y a très peu de fausses voies possibles dans le cathétérisme intermittent, puisque les sondes actuelles et les sondes essentiellement chez Coloplast sont pourvues, entre autres, une petite tête ogivale là, à l'entrée de la sonde et qui permet d'avoir vraiment une bonne traçabilité, un bon suivi dans le conduit. Et on a vraiment très très peu de soucis. Également la lubrification de la sonde, hein. Les sondes sont hydrophiles et donc vous n'avez pas beaucoup de frottement avec ce type de sonde. Alors, au niveau des utilisateurs, il faut savoir que c'est quand même une tranche de population un peu particulière. On estime, les études ont été faites, on estime que 68 à 75% des utilisateurs sont atteints de la sclérose en plaques. Donc vraiment, dans ce type de patients, vous avez quand même un gros pourcentage de patients qui utilisent le cathétérisme intermittent propre. Et il y a plus ou moins entre 16 et 56% actuellement de patients atteints, porteurs de lésions médulaires qui se sondent également par cathétérisme intermittent. Alors, l'utilisation continue de ce cathétérisme, eh bien, là aussi, hein, on a bien eu en détail ce qui s'est passé ce matin avec les exposés différents. De quoi dépend cette utilisation? Donc, 4 patients sur 10 adhèrent déjà, c'est déjà très peu. Et dans les 4, on estime qu'il y a encore la moitié, il n'y en aura plus que 2 qui vont continuer à le faire de manière correcte et régulière. Eh bien, ça dépend de 2 choses essentiellement. De la perception de l'amélioration de leurs symptômes. Si quelqu'un se sonde et qu'il voit une amélioration dans sa qualité de vie et dans ses symptômes, il va continuer à faire ce cathétérisme. Donc, il va avoir un bénéfice. Et aussi, le problème majeur, c'est que dès qu'il y a une infection urinaire qui apparaît, eh bien, ils ont plus envie de continuer, ils sont bouleversés, parfois même le médecin traitant s'y met, il dit « Ah non, il faut arrêter le sondage » et donc ils arrêtent le cathétérisme parce que pour eux, c'était une solution à leur problème, ils avaient pas mal d'infections urinaires à répétition, on leur propose le cathétérisme et ils en ont encore. Et donc ça, à ce moment-là, ils n'ont plus envie de continuer. Donc, l'infection des voies urinaires, elle reste la complication malheureusement la plus courante lors des cathétérismes, puisque dans un parcours de vie d'un patient, sur une année, on estime, hein, c'est une moyenne, qu'il a plus ou moins quand même 2,5 d'infections urinaires. Donc, ça reste encore quand même 2 fois par an, ça reste encore quand même assez important pour eux. Voilà, donc ça c'est un petit résumé de notre situation actuelle. Et donc, au vu de toutes ces informations que l'on a déjà récoltées par les différentes études, Coloplast a décidé de faire une étude par un bureau extérieur, bien entendu, et ils ont créé un groupe d'experts, si vous voulez. Donc, il y a eu un consensus au niveau international, puisque vous aviez des urologues, des neuropédiatres, il y avait des médecins de centres de réadaptation,
Et donc, ce consensus a été composé de 5 experts de premier plan, puisque c'était vraiment tous des gens, des personnes qui étaient vraiment dans leur domaine, pointus dans leur domaine. Et donc, ils ont analysé les informations. Ensuite, ils ont déterminé, pour faire une analyse, ils ont dû déterminer un groupe cible. Et on revient de nouveau à notre plus grand groupe de population. Donc, c'est des patients qui étaient présents, qui présentaient un dysfonctionnement neurogène des voies urinaires inférieures. Et on a réussi à obtenir un résultat. Et de ce résultat est arrivé 4 domaines bien particuliers que vous avez ici. Et donc, on a quatre domaines avec des facteurs de risque qui ont été prouvés. Et donc, on a, je vais mettre la deuxième plus grande, voilà. On a réussi, Coloplast a réussi avec cette équipe, avec cette étude, de déterminer un modèle des facteurs de risque d'infection des voies urinaires. Et donc, on les a répertoriés dans 4 sections bien définies. La première section, vous avez les conditions générales. Je vais vite les passer avec vous. Donc, c'est les pressions intravésicales qui sont élevées, les troubles du système immunitaire, le dysfonctionnement intestinal, puisque voilà, on verra par après que ça a un impact, le diabète, l'âge, le sexe. Et puis vous descendez, donc chaque fois vous avez des modèles vraiment bien déterminés. Et je ne vais pas trop m'attarder parce que je pense qu'après on n'aura pas le temps de faire le reste du petit atelier. Mais donc c'est vraiment quelque chose qui a été bien délimité pour qu'on ait chacun d'entre nous, membres de la santé, de pouvoir avoir une ligne de conduite. C'est vraiment un outil qui va nous permettre de bien cataloguer et de mieux comprendre. Et de ça, eh bien, forcément, le but de Coloplast, c'était d'aider les professionnels de la santé à découvrir et à traiter les facteurs de risque, forcément, puisque c'est vraiment l'important, le but actuellement recherché. Et donc, on a essayé de détecter les problèmes, et puis on a la situation, et en fait, après, on a les moyens, donc la solution qui nous mettent à notre disposition. Et donc, là, le problème, on le sait, l'infection urinaire, il y en a beaucoup trop encore, donc il faut essayer de trouver une solution. C'est une méthode d'évaluation justement pour détecter ces infections urinaires, et la solution, c'est comment pouvoir les aider et apporter une amélioration à la situation. Et donc, on a réussi, Coloplast a réussi à mettre sur pied, à mettre en œuvre, et ils sont vraiment tout nouveaux, ils viennent d'arriver, on a vraiment la primeur, c'est de développer cet outil d'évaluation. Alors, comment est-ce qu'on a imaginé ça? Eh bien, on l'a divisé en 6 départements, en 6 sections bien différentes. Alors, il fallait que ce soit facile de manipulation, il fallait que ce soit intuitif et que ça nous mette vraiment une trame dans notre discours avec un entretien avec le patient. Et donc, chaque item a sa couleur et chaque item a ses petites spécificités. Voilà, donc Madame Bécu va vous faire passer un modèle, comme ça vous aurez vraiment le modèle vraiment pour pouvoir l'utiliser. Alors, celui-là, c'est un bloc-notes. Donc, vous avez un bloc-notes que vous pourrez recevoir via Coloplast, qui vous permet, à chaque patient, vous avez une feuille par patient, donc ça peut rester soit dans le dossier, soit, voilà, c'est votre moyen, c'est votre outil, si vous voulez, de dialogue. Alors, le modèle de dialogue, comme je vous ai dit, il est séparé en 6. Vous avez d'abord la confirmation. La première chose, c'est bien s'assurer que ce patient a une infection urinaire. Encore une fois, ce matin, on a détaillé plus au niveau médical, mais vous avez donc des petits items, vous voyez les petits points à chaque fois, vous pouvez les cocher. Fréquence des infections urinaires, et par exemple, quand vous arrivez aux signes et symptômes, vous voyez qu'il y a un petit œil. Et le petit œil, avec une flèche, il vous permet de retourner votre feuille, et vous avez la même chose, les couleurs correspondent. Donc, c'est tout à fait bien adapté. Et vous avez à l'arrière
la liste, par exemple, des signes et des infections. Donc, la liste des signes et des symptômes, pardon, des infections urinaires. Donc, ça vous permet de cocher un petit peu. Le patient n'aura forcément pas tout, mais ça vous donne une idée. Et vous pouvez guider votre entretien par ce biais-là. Ensuite, vous avez l'item de la santé. Est-ce qu'il y a eu un changement d'état chez le patient? Est-ce qu'il prend des nouveaux médicaments? Enfin, toutes des choses qui pourraient expliquer l'origine de l'infection urinaire. Et là, également, vous avez de nouveau, quand on voit dysfonctionnement intestinal, vous avez un petit œil de nouveau, jaune, flèche, vous tournez, et dans le cadran jaune correspond les influences du dysfonctionnement intestinal sur la vessie. Et donc là aussi, vous pouvez expliquer à votre patient, s'il est constipé, l'impact de la constipation, par exemple, sur l'infection urinaire. Donc, vous voyez, on peut arriver comme ça à bien guider et à détecter les différents points qui pourraient nous amener à améliorer justement et à éviter ces infections. Ensuite, vous avez l'observance, donc effectivement, est-ce qu'ils se sondent, les avantages, combien de fois, la fréquence, l'apport de liquide. Et la même chose, un petit œil, il y a un œil, donc j'ai de nouveau un petit cadran qui me met, par exemple, l'apport de liquide et la fréquence de sondage. Donc, vous pouvez également guider et avoir ces petites informations de rappel lorsque vous avez votre entretien. La technique, forcément, ce sont tous des postes très importants. Ces 6 postes, ils sont super importants pour détecter et améliorer la situation dans les infections urinaires. Donc la technique de sondage, bien entendu. Et là, de nouveau, vous avez un petit œil qui vous ramène avec comment enlever la sonde. Vous savez qu'il faut bien réexpliquer ça au patient, qu'il ne doit pas directement enlever la sonde, mais qu'il y a bien un petit stop pour enlever vraiment complètement, vidanger la vessie. La sonde en elle-même, est-ce qu'elle a créé des inconforts? Quel type de sonde? Et là aussi, la même chose. L'inconfort, on vous a mis l'échelle de la douleur, parce que l'inconfort, ça veut dire quoi pour le patient? Est-ce que c'est important? Quelle est la gradation de son inconfort? Et du coup, vous avez aussi pouvoir guider votre entretien sur ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Et du coup, on va encore une fois améliorer la qualité du patient et l'adhésion au cathétérisme et éviter l'infection urinaire. Et les types de sondes, bien sûr, parce que parfois, nous avons encore des patients, nous ne croyons pas, nous disons, non, c'est plus possible, il n'est plus avec une sonde sèche. Eh bien, si, il en a encore. Parce que il n'est plus sur la mutuelle, il n'a pas rentré son renouvellement de remboursement de sonde. Il y a un tas de raisons qui nous échappent, nous, parce que c'est tellement extraordinaire pour nous, mais pour lui, c'est son quotidien. Et donc, on est persuadé qu'il se sonde avec des sondes du greffier. Eh bien non, il a repris des anciennes sondes, ou bien, voilà, on ne sait même pas comment parfois il les a reçues. Et donc, ça, c'est vraiment important de savoir. Et puis, vous avez la dernière section qui est l'aide. Est-ce qu'il a besoin d'informations? Est-ce qu'il y a un aidant proche qui peut l'aider? Voilà, ça, ce sont des choses aussi, contexte social et culturel du patient. Et donc, cet outil a été vraiment... Ici, j'en ai un, vous en avez un qui est plastifié, que l'on peut désinfecter. Donc, il peut rester dans votre cabinet de consultation, il peut aller partout avec vous. Et puis, vous avez ce petit bloc-notes que l'on a fait spécialement pour que ce soit individuel à chaque patient. Alors, à vous de le mettre soit dans le dossier du patient, en support, ça c'est comme vous voulez, mais c'est vraiment un fil conducteur pour pouvoir avoir une amélioration et une détection bien particulière pour ces infections urinaires. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous paraît déjà... Est-ce que vous pensez que ça va vous apporter quelque chose? Donc, ça a vraiment été conçu. Alors, dans le groupe d'experts, bien sûr, cette étude elle a été faite à l'étranger. Et puis, Coloplast, comme ils vous ont expliqué ce matin, ils ont des groupes de travaux
et donc dont j'ai la chance de participer, qui s'appelle le GAP, donc le Continence Advisory Board. Et donc, ce sont un groupe d'experts. Parfois, nous avons des ingénieurs qui viennent présenter des prototypes. On discute concrètement d'un sujet qui a été déterminé par Coloplast et font partie de ce groupe les infirmières stomathérapeutes, les infirmières référentes en incontinence urinaire. Et donc, ça nous a été proposé et c'est pour ça que je pense que ça a été suffisamment bien étudié pour que ce soit facile de pratique sur notre terrain de tous les jours et qu'on ait vraiment ces postes qui nous permettent de guider notre entretien. Parce qu'un patient, on sait qu'il va dans tous les sens parfois et donc on ne sait pas. Et puis alors il est parti, on dit « Ah, j'ai oublié de lui demander vraiment comment il se sondait ou j'ai pas pensé lui demander s'il avait pris d'autres médicaments. » Enfin voilà, ou s'il a arrêté un sondage. Ça c'est quand même quelque chose qu'on va penser, mais ce fil conducteur va vraiment nous aider à pouvoir guider mieux notre patient. Toujours, encore une fois, le but ultime, c'est la compliance du patient, donc continuer à avoir une adhérence du patient et surtout d'éviter ces infections urinaires qui, évidemment, le déstabilisent et font qu'il arrête ses autosondages. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, à niveau, je dirais, présentation de l'outil, c'est fait. Alors, ce que l'on avait proposé, puisque c'est un peu, voilà, je vous ai expliqué, je n'ai pas passé la slide, et donc vous avez les couleurs, ici on le voit très bien, hein, vous avez les couleurs avec les différents feuillets, vous aurez l'occasion de les avoir, et donc chaque item correspond à une couleur, c'est très facile. Et donc, voilà, ici, c'est tout ce que je vous ai expliqué sans passer les slides. Alors, maintenant qu'on a vu la présentation de l'outil, je pense qu'on a pensé à faire un atelier un petit peu plus participatif, c'est-à-dire qu'on s'est mis un peu en situation avec un patient qui vient nous voir à la consultation et justement pouvoir utiliser cet outil en référant et d'un peu guider la conversation. Et donc, voilà. Nous sommes maintenant dans cette phase-là, et donc je vais jouer mon rôle d'infirmière stomathérapeute référente en incontinence, et je vais rencontrer Madame B qui se sonde depuis 2 ans, qui est porteuse de sclérose en plaques, et elle vient parce qu'elle a été référée par son urologue. Souvent les urologues ils disent voilà, vous voulez bien revoir ce patient parce que il a beaucoup d'infections urinaires et on ne sait pas plus. Donc, en général, soit on le connaît un peu, le patient, soit on ne le connaît pas du tout. Et donc, à nous, justement, grâce à l'outil, un peu débroussailler le terrain et trouver une solution. Et donc, je vais faire appel à Madame BQ, qui est Madame B. Voilà, c'est moi. Tout à fait. Et donc, on va faire un peu comme une mise en situation, un peu comme une ligne d'impro, si vous voulez. Comme ça, vous pourrez voir un peu. N'hésitez pas à noter les remarques de notre entretien et voir comment vous auriez fait ou apporter quelque chose. C'est vraiment pour avoir un échange. Ça va? Bonjour Madame Duty. Bonjour Madame Bécu. Alors, comment allez-vous? Je vais bien. Oui, vous allez bien, mais votre urologue vous envoie chez moi parce qu'il y a un petit souci. Oui. Que se passe-t-il? J'ai des infections urinaires, en fait, à répétition. Oui, c'est déjà la deuxième, si j'ai bien vu. Donc, oui, vous commencez à vous inquiéter, à trouver ça ennuyant, bien entendu. Oui, bien sûr. OK. Alors, ça fait déjà... Qu'est-ce que vous aviez comme symptômes? Vous avez fait de la température? Vous avez de la température et... un malaise général, en fait. Un petit peu. D'accord. Voilà, je dirais que c'est un malaise vraiment général. Au niveau des urines, vous aviez perçu que ça sentait plus mauvais ou pas spécialement? Plus foncé aussi, ça c'est vrai. Et alors l'envie toujours d'uriner un peu, enfin voilà, c'est très désagréable. C'était désagréable, oui. Donc vous aviez une envie plus fréquente d'uriner? Oui, oui. Ce qui vous ennuyait un peu pour votre travail, parce que je pense que vous êtes souvent en voiture, vous voyagez. Oui, je suis toujours sur la route, donc oui, c'est très embêtant. Très embêtant pour mon travail, okay. Tout à fait. Et donc, vous avez remarqué, vous avez dit que c'était inconfortable, mais vous vous sentiez moins bien, vous étiez, oui. Outre les signes, voilà. Oui, un peu transpiration,
Oui, un peu des bouffées de chaleur. Des bouffées de chaleur, vraiment, oui. vraiment un sentiment de malaise. D'accord. Tout à Et fait. vous n'aviez pas pris de nouveaux médicaments? Il n'y a rien Non. qui a impacté dans votre, Non, j'ai dans rien votre changé vie. à mon traitement habituel. C'est toujours la même chose. Tout à Ok. fait. Je vais vous permettre de vous voir un petit peu aussi, puisque c'est le but, c'est de trouver un peu un moyen de vous aider. Mais au niveau de la fonction intestinale, est-ce que vous avez remarqué que vous êtes plus constipé ou pas? Non, Pas spécialement. Ça c'est comme d'habitude. Vous allez à la selle régulièrement et à particulier. Oui. Ok. Ça, il n'y a pas de changement. Voilà. Je vous demande ça parce que parfois, quand on est constipé, on peut avoir plus d'infections urinaires. Voilà, c'est pour ça que je vous posais la question. Vous ne soyez pas étonnés. D'accord, d'accord. On ne va pas créer des soucis, mais on pose les questions adéquates. Voilà. Alors, au niveau de votre sondage, vous aviez quand même un avantage à vous sonder ou... Ah oui, c'est vrai que j'avais moins de fuites, ça c'est vrai. D'accord. Enfin, bien que maintenant... Elles réapparaissent. Oui, c'est ça. Ah, ok. Pas D'accord. tout Mais le ça, temps, on va voir. On va voir un petit peu. Oui. Au niveau des sondages, vous utilisez combien de sondages par jour? J'utilise 3 fois. Hein. Je me sonde 3 fois. 3 fois? Ah. Oui, 3 fois. C'était pas 4 la fois passée? Il me semble que l'on avait déterminé 4 autosondages. Ah, c'est possible. Alors, bon, franchement, avec ma vie professionnelle, c'est compliqué parce que je suis sur la route. Et puis, je me dis 3 fois, c'était bien. Voilà, un matin, un midi, le soir. Et voilà. Comme ça vous suffisait? Oui. Ah là 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 là. Et je l'ai toujours avec moi. Hein, voilà. Ça, c'est bien, par contre. Je l'ai dans mon petit sac. Elle est ici. Ah, voilà. Alors, on va voir. Donc, c'est toujours elle vous convient bien? Ah ça écoutez, va, elle reste discrète. Hein, c'est vrai discrète, oui. Puis j'ai besoin de discrétion. C'est vrai, comme je suis en route. Oui, voilà. Regardez, maintenant, je ne sais pas ce que vous avez en main. Si je n'étais pas dans le métier, je ne verrais pas. Voilà. Et donc, quand vous vous sondez, est-ce que vous introduisez la sonde jusque tout au bout, ou bien quand vous la retirez en une fois très vite, ou bien vous faites le petit Je suis très pressée, hein, parce que j'ai mes rendez-vous qui sont très urgents. Okay. Donc c'est vrai que mes clients m'attendent, alors Faites vite votre sondage, et comme vous avez l'habitude maintenant, vous y allez très vite. Hein, je l'ouvre, elle est prête, je me sonde tout de suite. Oui, je la retire, oui. Très vite, vous la mettez, une fois qu'il n'y a plus d'urine qui coule, vous l'enlevez. C'est ça. D'accord, ok. On va voir ça un petit peu par après. Je pense qu'on a déjà des petites pistes pour vous aider, d'accord? Et au niveau de vos boissons, est-ce que vous buvez bien? Ah, ça veut dire quoi? Vous allez me dire oui, non? Bien, oui. Vous pensez que... Je pense que oui, mais comme je vous dis, c'est vrai que je suis en déplacement, donc... Si je ne reçois pas un petit café ou quoi... C'est très difficile de déterminer combien on boit sur une journée. Donc, on va regarder un petit peu, un peu comme un calendrier. Hein. Donc, vous voyez, le matin, quand vous vous levez, vous buvez quoi? Du café, du thé? Une tasse de thé. Une grande, une petite? Une grande tasse de thé. Une grande tasse de thé. Donc, ça, une grande tasse de thé, on peut dire c'est 200 millilitres. D'accord. Et puis, vous ne buvez plus rien. Ah, ben jusque midi, non. Ah, oui, voilà. Je m'en doutais. Ah, non. Sauf si je reçois un petit café, mais bon, voilà. D'accord. Sinon, c'est quand même la course. Donc, Et donc, le midi, là, vous avez la possibilité de vous poser, de boire. Je bois 2 verres d'eau, en général. 2 verres d'eau. Voilà. OK. Et puis, de nouveau? Et puis, rien, jusqu'à la fin de l'après-midi, quand je rentre chez moi. Et là, je prends encore 1 ou 2 verres d'eau, peut-être en rentrant. Et puis le soir, avec le repas. Oui, encore un petit... Oui, pas énormément. Pour vous, ça vous paraît très bien, effectivement. Oui. Mais quand on a fait le calcul de ce que vous venez de me détailler, hein, donc j'ai noté un peu toute la... Oui. Eh bien, vous êtes à peine 1 litre. Ah. Donc, pour que l'organisme soit réhydraté, enfin voilà, je ne vais pas vous expliquer, je suis assez schématique, mais donc les cellules prennent ce qu'elles ont besoin et puis on a l'excédent, ce sont les urines. Très bien. Il y a quand même un apport minimum de 1,5 litre à 2 litres. Et vous, ça, je pense que vous n'y êtes pas, hein, mais un peu loin. Non, et donc, ça permet aussi un nettoyage, une vidange de la vessie. Hein. C'est un peu comme si on passait un Karcher, évidemment, à l'intérieur. Et le fait aussi que vous buvez, et puis il n'y a plus rien pendant 4 heures, et puis on recommence. Donc là, c'est essayer quand même. Prenez des petites bouteilles. Je sais qu'elles sont un peu plus chères, mais ça vaut la peine. Ça va probablement vous aider. Pourquoi? Parce que elles sont faciles à ouvrir et quand vous conduisez, vous avez des petites bouteilles et vous pouvez répartir un peu les boissons sur votre journée. D'accord. Très bien. En diminuant légèrement vers 18-19 heures. Et donc, il ne faut pas charger non plus au sens à la nuit. Eh bien, vous allez avoir de nouveau des soucis. C'est ça.
D'accord? Donc ça, c'est un petit point que l'on peut améliorer. D'accord. Et au niveau de la technique de votre sondage, donc on en a reparlé déjà maintenant. Donc est-ce que, c'est aussi une question que je dois vous poser, mais vous lavez les mains systématiquement ou Oui, je me lave les mains. Ça, vous êtes bien vigilante. Oui, okay, ça je fais très attention, oui, tout à fait. J'ai une petite lingette aussi quelquefois. En dehors du domicile, pour les mains, vous voulez dire? Pour le méa, quelquefois. D'accord. Donc là aussi, faites attention. Donc ça a été prouvé. Hein, on croit et on veut être propre. On fait les sondages, on veut être propre. Et donc on a tendance à utiliser ces lingettes. Mais en fait, nous avons notre propre flore. Et le fait de faire ces petits soins intimes avec les lingettes détruit cette flore et donc peuvent déstabiliser et favoriser les infections urinaires. Donc vous croyez être super propre et à la limite c'est l'inverse. Vous créez un déficit de protection. Donc gardez les lingettes vraiment exceptionnelles. Hein, quand il fait chaud, on a envie de se rafraîchir, mais pas systématiquement. Par contre, se laver les mains, c'est très bien. Bon. Alors, c'est noté. C'est noté, parfait. Vous voyez, vous allez mettre en pratique j'apprends des choses avec vous. Vous allez mettre en pratique ces petits conseils que je vous donne et on va probablement avoir une amélioration. J'espère. Donc, vous allez retrouver un équilibre important. La technique de sondage, j'ai entendu que vous alliez très vite. C'est très bien parce que vous avez déjà l'habitude. Prenez la peine. Sur votre sonde, vous avez des petites œillères, des petits orifices tout à fait à l'extrémité. Et donc, le fait de retirer en une fois, eh bien, la vessie, il reste toujours un petit peu dans cette vessie. Le fait d'y aller, vous la retirez un peu et vous allez voir qu'il va de nouveau s'écouler des urines. Le dernier petit orifice va vidanger complètement votre vessie et ça peut être également un facteur de source d'infection urinaire. Ça va? Donc ça c'est un... Au sens ça, elles sont confortables, elles vous correspondent. J'ai pas de problème à les utiliser, c'est très facile. Ça va. Donc vous n'avez pas au niveau de la douleur, vous n'avez pas de ressenti particulier? Non, j'ai pas de douleur quand je me sonde. Entre 0, pas de douleur, c'est 0 et 10. Parce que malgré tout, on doit l'introduire. Oui, je comprends. Ok. Voilà, et donc vous avez votre petit schéma. Et donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Vous voyez, au niveau de l'urine, voilà, vous avez. Vous voyez, quand la sonde, vous l'introduisez, donc elle va vidanger forcément le contenu de la vessie. Mais ici, vous remarquez qu'il y a, parce que c'est comme un entonnoir, donc vous avez un creux, et donc là, il reste toujours un peu d'urine. Et donc vous voyez que le schéma est très clair. Oui, il est très bien conçu. Oui. Je comprends maintenant. Oui. Voilà, vous voyez, ceci. Et là, c'est au niveau des selles, je vous avais expliqué. Oui. Mais là, ça ne vous concerne pas puisque vous avez une élimination fécale correcte. Mais vous voyez que quand on a vraiment trop de sel, eh bien, ça pousse un peu sur la vessie. Et comme les membranes sont vraiment côte à côte, eh bien, il peut y avoir des transmissions de germes des selles dans les urines. D'accord. Donc ça, comme ça, vous aurez appris aussi quelque chose. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Est-ce qu'au niveau personnel, je pourrais vous apporter quelque chose? Est-ce que vous avez besoin d'aide particulière? Non, oui, si ce n'est que ces infections, ça m'ennuie vraiment. Hein. Oui. C'est vrai que et puis vous savez, j'ai été voir mon généraliste, parce que vous me disiez 3 fois, mais il m'a recommandé de diminuer mes sondages à cause des infections. Donc, au contraire. Ah bon? Le matin, on vous avait d'ailleurs expliqué 4 sondages. Oui. Donc le matin, au lever en général, il n'y a pas de souci. Le soir, avant d'aller coucher, en général, tout le monde le fait également. Et puis, vous m'avez détaillé le cours de votre journée. Donc, il se passe beaucoup trop de délai entre les 2 sondages, entre le sondage du midi et celui du soir. Donc, vous allez essayer d'en rajouter un, parce que si vous analysez la quantité d'urine, vous dépassez certainement les 400-500 millilitres d'urine. D'accord. Et donc, ça reste la même chose, comme dans le schéma, ça reste dans votre vessie. Forcément, ces choses, ça germe. Et donc, il faut absolument essayer. Vous en faites 3. Sincèrement, vous allez essayer de trouver une solution pour en faire un 4e, pour que ce soit mieux réparti sur votre journée. Oui, mais ça, je peux trouver. C'est vrai que c'est donc, on va agir sur différents plans. L'hydratation. Donc, vous allez nous essayer les petites bouteilles pour avoir 1,5 litre par jour. La technique du sondage en faisant un petit stop lorsque vous enlevez votre sonde vésicale. D'accord. Et le plus important, c'est de
reprendre le 4e sondage pour mieux répartir sur votre journée. D'accord. Et vous allez voir que vous aurez moins d'inconfort parce que vous aurez de nouveau moins de fuite. Oui, puisque votre vessie se remplit de trop et du coup, mais vous avez un peu de gêne et vous avez aussi des fuites qui apparaissent de nouveau. Oui, oui, oui. Ça, je veux vraiment éviter à tout prix. Donc vous allez éviter les fuites et vous n'aurez probablement plus, avec tous les petits conseils que l'on va essayer de mettre en route. D'accord. Je suis presque sûre que vous n'allez plus avoir en tout cas beaucoup moins de soucis. J'espère. Et donc on va se reprendre un petit rendez-vous pour évaluer tout ça, mais donc peut-être dans 3 mois, le temps que vous mettiez en pratique un peu tout et voir un peu ça. Ça va ? Merci en tout cas pour tous vos conseils. Mais avec plaisir. Et j'espère que ça ira mieux. Avec plaisir, Madame Bécu, je suis certaine que ça va s'améliorer. Merci Madame Nutti, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Voilà. Voilà. Voilà, c'est une mise en situation. Je pense que voilà. Est-ce que ça vous a rappelé une consultation que vous utilisez au quotidien? Oui, tout le monde fait des consultes, tout le monde a. Voilà, on est libre, on vous entend. Donc vous avez vu que j'ai pas suivi tout, hein, on peut aller de l'un à l'autre, mais on retombe. Et d'ailleurs, Madame Bécu a bien joué le job puisque j'avais pas de crayon pour cocher des trucs et donc du coup j'avais oublié le nombre de sondages, qui est évidemment très important. Et donc, vous voyez que c'est assez facile parce que l'on a vraiment... les questions viennent, voilà. Mais on peut encore une fois, mais le fait que vous ayez de quoi cocher, après, quand vous avez très vite un œil sur votre guide, sur votre outil, et vous pouvez dire, ah oui, mais là, je remonte un peu parce que là, on a passé cette question-là. Et donc, c'est assez facile d'utilisation. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme question? Est-ce que il y a une question, mais je trouve que c'est aussi bien parce que on peut le compléter et comme il y a des consultes personnalisées, tout le petit résumé à la fin que vous avez fait, si c'est marqué là-bas. Oui. Et qu'on donne au patient. Oui. On va faire une copie qu'on met dans le tout à fait. Ou une copie qu'on donne au patient, ça peut être très utile. Tout à fait, parce que pour lui, c'est aussi un rappel. Hein, donc, c'est nous, personnel de la santé, mais ça peut être aussi forcément donné au patient, sûrement. Et lui, il a aussi un petit rappel didactique. Il peut toujours aller voir, en disant, ah oui, c'est un peu comme on met sur les frigos, là, le pense-bête, le to-do list. Eh bien, ce serait un peu la même chose pour le patient. Donc, oui. C'est clair que c'est pas uniquement, c'est un modèle de dialogue dans une consultation, mais c'est un échange avec le patient, certainement. Oui, donc c'est tout à fait pertinent, oui. C'est bien, ça permet de ne pas oublier, en fait. Oui. Parce que comme on a le patient, et il y a certains patients qui sont vraiment très très doués pour vous mener dans la... Et alors on a passé des fois 1 heure à rien du tout, on se rend compte qu'il faut chaque fois rediriger la conversation, l'entretien pour qu'il soit vraiment efficace et efficient. Mais par ce biais-là, encore une fois, je n'avais pas de crayon, donc je n'ai pas coché, mais... Vous pouvez aller, voilà, il peut aller de tous côtés, hein, évidemment, c'est pas standardisé, donc... Et donc, vous avez facilement le moyen de retourner. Quand vous voyez un œil, vous dites oui, qu'est-ce qu'il faut que je vois, voilà. Et puis, avec l'utilisation, parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, j'ai eu la chance d'avoir des patients, enfin la chance, pas pour eux, mais pour moi, d'avoir 2 patients qui sont revenus en consultation parce qu'ils avaient de nouveau des infections urinaires. Et donc, j'ai eu l'occasion de le tester. Et franchement, ça m'a... Alors que j'ai quand même une certaine habitude, mais j'ai remarqué effectivement que c'était beaucoup plus structuré en tout cas. Donc voilà, je vous encourage à l'essayer et voilà, c'est vraiment un outil qui a été conçu pour nous aider et aider le patient forcément, puisque le but c'est que ce patient reprenne ses cathétérismes intermittents, qu'il soit conseillé efficacement et que du coup, il y aura forcément moins d'infections urinaires. C'est toujours la même chose. Hein. On est dans une boucle. Le but final, c'est éviter les infections urinaires et adhérer ce patient, continuer à l'adhésion. Et par ce biais, aussi casser toutes ces... Voilà, le médecin traitant ou une autre infirmière qui dit « Ah non, ne te sonde plus, hein, tu as une infection urinaire ».
ils savent plus finalement et donc ils abandonnent aussi parce que bon, c'est quoi, il y a quand même un médecin, hein, c'est quand même mon médecin traitant qui m'a dit d'arrêter les autosondages. Et vous êtes infirmière, enfin bon voilà, il faut aussi pouvoir avoir son expertise et expliquer au patient le pourquoi des choses. Parce que c'est très important pour lui justement de les garder, ces sondages. Une question qui n'est pas vraiment liée aux infections, mais quand je suis infirmière à Kiné Saint-Joseph, on n'a pas énormément de sondages pour l'instant, de sondages pour l'instant. Mais donc je vois le patient, en général je le revois une deuxième fois, mais vous voyez le patient, parce qu'après il est quand même revu par l'urologue. Donc je ne sais pas si vous voyez tous les ans, tous les 6 mois, je donne mon numéro s'il a besoin, mais à part 2 fois, a priori je ne le vois plus, je ne le contacte plus. C'est clair. Je suis par Ça dépend déjà de la localisation de ton patient. Moi, j'ai des patients qui me disent, écoutez, moi je viens du Hainaut, je ne sais pas revenir plusieurs fois. Donc, d'où l'importance aussi des aides que Coloplast nous met en œuvre, puisqu'on aura des infirmières spécialisées. Donc ça, c'est important. On garde notre profession, hein, on la défend. Mais on aura évidemment quelqu'un sur le terrain qui pourra nous aider. Donc dans ce cas-là, je pense que ça va t'apporter quelque chose, puisque tu pourras travailler en collaboration avec cette infirmière et qu'elle puisse aller sur le terrain et faire un feedback. Donc ça, c'est une première chose. Oui, s'ils ont besoin, mais même... Voilà, tu le fais revenir 2 fois, mais tu dis, bon, il n'est pas encore top à la deuxième, et ton patient, voilà, ça devient compliqué de le faire revenir tous les 15 jours ou voilà, plus ou moins 15 jours, et puis 3 semaines, 1 mois, encore une fois. Il va trouver ça long. Il rentre de nouveau dans le circuit hospitalier. Enfin, c'est pas le but, en fait, hein. Il est censé se sonder, être tranquille. Et chaque fois, on lui remet des consuls. Donc, finalement, il voit pas le bout, ce monsieur. Enfin, ce patient, il voit pas le bout. Et donc, il faut trouver un bon équilibre. Moi, je fais souvent des consultations par téléphone quand je sens que ça a été dès le départ. Il y en a, pour le moment, qui a des difficultés, ça va mieux. Mais j'ai informé quand même l'urologue en disant, voilà, moi, je pense qu'au niveau du MEA, c'est pas top. Et donc, je suis quasi sûre qu'il va, voilà, un peu infiltrer les germes. Donc, il y a plus de risques que chez lui. Mais toutefois, je ne le fais pas revenir parce que ce patient, je sais qu'il habite, enfin, soi-disant plus loin, il n'habite pas plus loin que chez moi, mais enfin voilà, pour lui c'est loin. Et que de nouveau, on oblige cette personne à revenir dans le milieu médical, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Par contre, je profite, ils reviennent chez moi pour avoir les papiers après 1 an là, pour le remboursement. Donc ça a été bien fait et pas bien fait parce qu'à ce moment-là, le médecin traitant peut renouveler. Et dès qu'il y en a un qui me demande, avant je les faisais bien volontiers, mais maintenant j'accompagne avec une consultation. J'explique vraiment aux patients que c'est important qu'ils revoient, parce qu'en général, quand l'autosondage va bien, tu les vois plus ces patients. Hein. L'urologue, il les voit plus non plus, tu l'as pris en charge, il connaît le problème, donc le problème il est bien établi, donc au niveau du dossier médical, il a été bien établi. Il est mis en route en autosondage et c'est notre job de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, tu peux avoir une base de données, le refaire à 6 mois, par exemple. C'est ce que je fais aussi. J'ai une base de données, je me dis, tiens, j'ai un moment libre, ça dépend aussi. Ah bien, aujourd'hui, je vais faire ma journée patient et moi, je téléphone. Et tu es des fois surprise. Ah, je me sonde plus. Soit ils ont repris leur mission, mais tu n'as pas de traces dans le dossier, tu sais même pas chez qui ils ont été. Est-ce qu'ils ont refait un calendrier missionnel, c'est le fou, un peu artistique. Mais ça se passe bien, ils n'ont pas d'infection urinaire, donc tant mieux, voilà. Mais tu vois, là où tu découvres à ce moment-là toutes les lacunes. Hein. On le voit une fois, en général, une deuxième fois ou par téléphone, si voilà, oui. Si vous voyez par téléphone, il n'y a pas vraiment de raison d'origine. Mais après, oui, mais tu vois, par téléphone aussi, la même chose, tu peux de nouveau bien diriger, ça peut aller très vite par téléphone aussi, tac, tac, tu cibles tous tes items et tu as tout de suite déjà une idée de dire, aïe, là, lui, il est persuadé qu'il va très bien, mais ça ne se passe pas si bien que ça, tu vois, et alors là, tu adaptes. Puis, dans les 10 jours, plus ou moins, le temps qu'ils se mettent en route, et puis, à 6 mois... Première fois vraiment, forcément en direct. Moi, je téléphone déjà 3 jours après pour voir comment ça va, un peu comme les one day, un peu tu téléphones le lendemain, un jour d'après, comment ça s'est passé. Puis fin de semaine, donc une fois à 3 jours, une fois à 7 jours, et puis j'espace un peu parce que je ne veux pas non plus rentrer dans la vie. Voilà, le patient, il est content de te voir, de t'entendre, mais bon.
Et donc, après, une fois tous les 6 mois, ça c'est quand même assez indispensable. Et puis, la première année, revoir avec l'urologue. Et à ce moment-là, revoir éventuellement la technique si vraiment il y a eu beaucoup, justement, d'infections urinaires. Parce que se dire, là, par contre, je n'ai jamais pu vraiment visualiser la technique du patient. Et en général, ils sont très compliants. Ils sont persuadés qu'ils font tout bien, donc ils viennent avec toi sans problème. Donc, voilà un peu comment tu peux gérer, quoi. Mais ça dépend d'une clinique à l'autre, d'un centre à l'autre. Mais je crois que ça, c'est quand même un bon schéma sur lequel tu peux te calquer. Et finalement, après, il ne le voit plus. Oui. Il voit l'urologue ou pas, parce que parfois, oui. Mais tu peux écrire entretien téléphonique, 2 points, tu mets tout ton listing ici. Ça sera vraiment un bel outil dans ce cas-ci. Et là, tu introduis ça dans le dossier médical. Toi, tu as une traçabilité. N'importe qui, il revoit chez un urologue. Il est hospitalisé 4 mois après. Mais voilà, il y a eu une trace. On a quand même fait des one-shots de surveillance, quoi, tu vois. Et la demande, c'est encore 1 an ou... La première année, oui. C'est 1 an par un urologue, un neurologue ou un pédiatre. Donc, c'est toujours les 3 mêmes spécialités médicales qui ont l'autorisation. Et après 1 an, bien sensibiliser aussi le patient. Après, là, tu as la possibilité de 5 ans. Les 5 ans, il va venir pour chez l'urologue. Oui. Mais là, c'est déjà un médecin traitant peut le faire. Parce qu'après 5 ans, voilà, la maladie est établie. Donc, quelqu'un qui malheureusement a une sclérose en plaques et qui doit se sonder, après 5 ans, il se sondera encore, il sera toujours la sclérose en plaques. Donc, le médecin traitant peut, lui, à ce moment-là, la remplir. Mais la première fois, non, pas du tout. Voilà. Par exemple, plutôt pour les dames, oui. Il y a certaines personnes qui ont eu mes connaissances, je vais dire, oui, anatomie. De l'anatomie. Comment est-ce que vous faites pour les amener à se toucher, je vais dire, de façon naturelle oui. Comment est-ce que vous faites? Eh bien, on a des petits... donc, je les vois toujours en consultation dans un endroit bien agréable, une consultation classique, la plus neutre possible, pour encore bien départager le médical. Les mettre en confiance, bien entendu, ça dépend, c'est un petit peu au feeling aussi. Mais la première chose que je commence toujours, c'est un schéma. Les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, parce que c'est souvent confondu avec le méa urinaire. Et donc, tu perçois déjà. Tu vas déjà comprendre un petit peu, avec le feeling, tu vas déjà dire, ouf, elle fait ça, ah, c'est ça. Elle a pris le clitoris pour le méa urinaire, tu te dis, aïe, ça y est, ça commence pas bien. C'est déjà pas bien parti. Donc, tu réexpliques un petit peu. Et c'est une manière un peu de... Justement, la personne, elle se sent pas ennuyée parce que, quelque part, elle l'apprend en même temps. Et donc, ça passe très bien. Et puis après, on fait la pratique. Et donc là, c'est vrai que la technique du miroir, c'est assez important. Et de dire, il faut être à l'aise avec ça. Hein, ça fait un... Chez elle, ok, quoi, mais si elle se trouve, je sais pas, au cinéma, au restaurant ou quoi, il y a un petit peu la peur de l'infection, qui s'assied sur le WC avant vous ou quoi Il faut répondre à leurs questions et il faut essayer de dédramatiser. Moi, des fois, je leur dis la lingette, elle n'est pas bonne pour les 3 fois, 4 fois par jour à la toilette intime, mais par contre, la lingette au cinéma, elle peut être intéressante pour nettoyer la cuvette, le dessus à la limite parce qu'il faut aller bien à l'arrière. Ça aussi, on oublie souvent parce que le battant, la lunette, oui, c'est quelque chose qu'on utilise souvent, qu'on nettoie souvent, mais l'arrière, moi, j'aime pas aller me cogner le dos contre la planche là qui est peut-être toujours aussi sale. Voilà, tu vois, ça c'est un exemple. Utilisez les lingettes que vous avez pour nettoyer votre toilette et comme ça vous êtes sécurisé. Reprenez une deuxième lingette parce qu'il n'y a pas de moyen de se laver les mains, un peu de gel ou bien la lingette pour ses mains et puis vous êtes installé et vous vous sentez déjà plus en confort et en sécurité. Dans ceux qui abandonnent, il y a plus de dames ou c'est tout qui font? Personnellement, dans la consultation que j'ai beaucoup de messieurs. J'ai pas beaucoup de dames, donc voilà. Mais c'est très aléatoire. Ça peut être aussi bien. C'est vraiment la technique qui fait effectivement. Le monsieur, s'il commence à avoir mal parce que sa prostate commence à gonfler, au début il n'avait pas mal parce que ça aussi. Il avait un sondage tout à fait indolore, et puis il lui arrive une prostatite, ou bien sa prostate gonfle parce qu'il devient âgé. Ça commence à lui faire mal. Donc là, c'est un frein.
Et ça aussi, tu vois, c'est une différence. La douleur, c'est quelque chose de très, très... aussi une pierre d'achoppement, ils arrêtent. La femme qui a du mal, elle a pris du poids, elle n'arrive plus à très bien trouver son endroit, elle ne sait pas bien se pencher, la sclérose en plaques qui évolue, ils ont tendance à abandonner aussi parce que... Donc, c'est l'évolution du patient qui fait... C'est le parcours du patient au niveau évolution. Les infections urinaires, la facilité d'introduire la sonde, la douleur, c'est vraiment des points très, très importants qui font aussi diminuer l'adhérence au sondage. D'où l'importance, effectivement, de faire un petit sondage à 6 mois, enfin voilà, voir un peu comment ils se débrouillent. Quoi. Vous avez des produits antidouleurs, le passage de C'est rare, mais tu peux des fois travailler avec ton neurologue parce que s'il y a une spécificité du sphincter et que pour introduire, enfin chez les dames en tout cas, il y a un petit peu comme un clapet. Hein, chaque fois qu'elles passent leur sonde, c'est quand même assez douloureux. Eh bien, là, j'en réfère des fois par mail. Hein, je suis pas obligée de passer. Enfin, je les réenvoie pas, mais j'explique la situation, soit par téléphone, soit par mail au neurologue, en disant voilà, j'ai une dame comme ça. Est-ce qu'on pourra apporter un médicament ou autre, un relaxant? Et elle revoit la situation en ce moment-là. Donc, ça peut aussi apporter. Ou alors un changement de sonde. Ça m'est déjà arrivé. Bien qu'on nous explique qu'une charrière 14 chez les messieurs, c'est vraiment la base. Faut pas aller trop bas. Et une charrière 12 chez les dames, charrière, oui, je dis bien, ça m'est déjà arrivé, malgré tout, de dire à la dame, écoutez, on va essayer peut-être à 10, ça va s'écouler plus longtemps, il faudra un tout petit peu plus de temps pour vidanger la vessie, mais ça va peut-être être plus facile à introduire. Et ça, des fois, suffit. Tu vois, il n'y a rien de vraiment bloqué, quoi. On a la base, hein, et puis après, on voit. Chez les messieurs, il ne faut pas trop vite descendre parce que la charrière 14, c'est vraiment le bon diamètre. Et quand tu leur montres en échantillon, en général, ils ont des sondes vésicales. Et je sais pas, la 14 en autosondage, elle est moins grosse que la 14 en sonde vésicale, forcément, puisqu'il n'y a pas le double conduit pour gonfler le ballonnet. Et donc, ils sont déjà agréablement surpris. Ah, c'est pas trop gros, ça va. Et donc, la 12, elle est quand même plus souple. Et donc, ils ont quand même moins facile, finalement. Donc, il faut quand même rester un peu plus sur la 14 chez les messieurs. Mais, encore une fois, il faut essayer. Tu vois, ça, c'est des petites choses qui, parfois, font que le patient va adhérer ou va avoir plus facile. Alors, pas oublier que dans les sondes, on s'est tiré au maximum, ça fait quelques millimètres en plus, mais c'est un peu plus long, parfois, pour se pencher. Parfois, elle est plus à la verticale, mais là aussi, si tu es bloqué du dos, tu ne sais pas bien te pencher, donc tu n'es pas à la verticale, donc hop, ça rentre. Voilà, et c'est vraiment très compliqué, mais c'est du cas par cas et il faut vraiment se mettre voilà, dans l'idée de dire, voilà, ça, elle ne fait pas ça comme ça, elle pourrait essayer en mettant les doigts autrement, parce que si on met bien les doigts là, elle sait que c'est au milieu de ses 2 doigts, par exemple. Si elle a la bonne position, elle va avoir plus facile. Donc, c'est des choses, voilà, un petit peu individuelles. T'es bon? Je pense. Il y a encore d'autres questions? Non? Parce que je crois qu'il faudra vous libérer. Au sens ça, vous ne serez pas à l'heure.